Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons parler des comportements de stimulation sensorielle dans l'autisme. Alors pour commencer, un comportement de stimulation sensorielle va se définir par la sollicitation d'un ou plusieurs canaux sensoriels. Ces canaux sensoriels sont au nombre de 7. Il y a les 5 sens communs, ceux que vous connaissez, en fait la vision, l'audition, le goût, l'odorat, le toucher. Et puis nous parlons en général moins de 2 autres canaux sensoriels, mais qui sont également importants, la proprioception et les aspects vestibulaires. La proprioception va notamment concerner les aspects musculaires, les aspects plus corporels en fait, et les aspects vestibulaires vont concerner les mouvements de haut en bas, de gauche à droite, les aspects rotatoires, les aspects devant, derrière, etc. Ces comportements de stimulation sensorielle en fait, vont être étudiés d'abord à travers une évaluation fonctionnelle. Et pour bien comprendre en fait, ces comportements, nous allons d'abord nous attarder sur la fonction qui nous permettra de mieux le comprendre et de pouvoir accompagner ce comportement de la bonne façon. Alors la première hypothèse à envisager lorsqu'on travaille en fait, sur un comportement, c'est d'abord l'aspect somatique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que certains comportements de stimulation, à travers la stimulation par exemple du canal de la pression profonde au niveau du toucher, de la proprioception, du vestibulaire, peuvent entraîner la libération de neurotransmetteurs qui apaisent, comme les GABA, ou la libération d'endorphines. Et donc derrière ce type de comportement, il faut envisager qu'il puisse y avoir en fait un phénomène douloureux ou un inconfort corporel qu'il va nous falloir étudier à travers des bilans médicaux. Donc il est important que ce comportement de stimulation sensorielle puisse nous interpeller sur la possible existence d'un phénomène douloureux. Dans un second temps, la deuxième hypothèse en fait, que l'on va trouver derrière un comportement de stimulation sensorielle eh bien, est directement reliée au fonctionnement de la sensorialité des personnes avec autisme. Alors ici c'est un peu trop court en fait pour expliquer l'ensemble du fonctionnement sensoriel d'une personne avec autisme, mais si on peut réduire un peu les aspects qui vont nous intéresser principalement, on va parler des phénomènes de réactivité sensorielle et de seuil de réactivité. Il existe par exemple des phénomènes de seuil hyper réactif, c'est lorsque le cerveau reçoit un signal qui va être démesuré par rapport en fait à la réelle intensité et qui peut aller jusqu'au seuil de la douleur. Et puis il peut également y avoir des phénomènes en fait d'hyporéactivité. Alors lorsqu'il y a un phénomène d'hyporéactivité, en réalité, lorsqu'il y a une stimulation, le cerveau perçoit peu ou perçoit mal cette stimulation. Or nous avons tous besoin de stimulation et donc lorsque le canal est hyporéactif, eh bien nous allons avoir tendance à aller solliciter ce canal de façon intense, de façon fréquente, de façon exacerbée pour pouvoir toucher ce seuil de réaction, de réactivité. Si par exemple, alors sur un exemple qui est complètement artificiel, mais si par exemple en fait on se fait anesthésie au niveau de la bouche chez le dentiste, eh bien lorsqu'on va sortir de la consultation, il est fort probable que notre lèvre soit endormie et ce sera très inconfortable pour nous. Alors ce qu'on va avoir tendance à faire à ce moment-là, c'est de venir appuyer sur notre lèvre. Alors on va venir appuyer, on va venir stimuler beaucoup, parfois on va venir mordre. Et à travers ce comportement que l'on va répéter, il est possible qu'au bout d'un certain temps, sans en avoir eu l'intention, en fait, on crée des lésions. Alors évidemment, à ce moment-là, nous ne sommes pas dans un désir pervers d'aller chercher la douleur, mais tout simplement, en fait, nous avons besoin d'aller stimuler ce canal de façon intense et de façon fréquente pour pouvoir toucher ce seuil de sensation. Alors c'est souvent ce que l'on va retrouver dans les comportements de stimulation sensorielle, c'est-à-dire qu'il est possible que derrière ce comportement, il y ait un phénomène de seuil hyporéactif et donc la personne va venir chercher à travers une stimulation, effectivement encore une fois intense et fréquente, la sollicitation de ce canal sensoriel. Alors l'aspect dangereux, c'est que cette stimulation intense et fréquente, quel que soit le canal sensoriel, peut évidemment avoir un aspect nocif parce qu'on peut se blesser, on peut avoir des lésions à travers ce comportement de stimulation intense. Au-delà de ça, ça peut aussi entraîner en fait un manque de disponibilité, un caractère envahissant au quotidien.
Alors, ce phénomène en fait d'hyporéactivité, on en reparlera, il va falloir l'étudier et globalement de toute façon il va falloir systématiser en fait la passation des profils sensoriels pour mieux comprendre le fonctionnement sensoriel de la personne. Alors il y a ces phénomènes d'hyporéactivité, il peut y avoir également des phénomènes de fascination sensorielle avec une stimulation qui cette fois-ci au contraire va être extrêmement plaisante pour la personne avec autisme. Et donc ça peut avoir un effet vraiment de plaisir sensoriel qui là aussi peut être difficile à canaliser en termes de durée. Nous reviendrons sur ce point par la suite. Une troisième hypothèse en fait qui peut avoir lieu, alors comme on l'a dit, en fait un comportement peut être multidéterminé. Alors une hypothèse n'en exclut pas une autre et donc nous allons devoir passer en revue toutes les hypothèses et parfois même en fait plusieurs hypothèses vont coexister. Alors la troisième hypothèse que l'on peut envisager en fait c'est l'hypothèse que la personne dans son axe développemental ne connaît pas encore bien les aspects instrumentaux et les aspects fonctionnels. Donc la personne peut avoir une appréhension sensorielle du matériel. Si on prend des enfants en bas âge par exemple, un enfant en bas âge dans le cadre de son développement va d'abord apprendre à découvrir cet objet à travers ses aspects sensoriels. Il va le manipuler, il va le toucher, il va le mettre en bouche, il va faire du bruit et puis seulement après il va découvrir que cet objet peut entraîner des traces. Et puis ensuite, il apprendra les prérequis du graphisme et le graphisme. Donc dans le cadre du développement, nous passons tous en fait par une exploration d'abord sensorielle. Il faut rappeler que les personnes avec autisme peuvent aussi faire preuve d'un manque d'exploration de l'environnement et parfois en fait, s'il n'y a pas d'apport en fait de l'environnement, un apport proactif, eh bien le matériel va être maintenu dans un aspect sensoriel sans que la dimension instrumentale soit découverte. Donc sur ce point, il va être important, là encore, en fait, de mener des évaluations. Les évaluations vont être dans cet aspect d'analyse fonctionnelle, le maître mot. Et bien dans cet aspect, il faudra conduire des évaluations, cette fois-ci développementales, pour venir situer en fait l'âge de développement de la personne et lui apprendre à reprendre en fait l'axe développemental et apprendre à poser les prérequis qui vont lui apprendre la dimension instrumentale des objets, comment bien manipuler ces objets. Le quatrième aspect que l'on peut rencontrer, en fait, si vous suivez toujours, il y en a plusieurs, le quatrième aspect, en fait, va être relié là aussi à des particularités, notamment des particularités cognitives au niveau des fonctions exécutives, liées aux difficultés à utiliser en fait le temps libre et donc des difficultés à avoir accès aux loisirs fonctionnels. Alors l'accès aux loisirs fonctionnels va passer par plein de choses parce que le jeu chez l'enfant ordinaire passe par des moteurs d'apprentissage. Ces moteurs d'apprentissage en fait vont être reliés à l'imagination bien sûr, mais vont être aussi beaucoup reliés à l'imitation. C'est également donc un moteur d'apprentissage qui peut faire défaut à un enfant avec autisme. Donc à travers les comportements qui vont émerger lors des temps libres, il peut y avoir des difficultés au niveau des relations sociales, il peut y avoir des difficultés à manipuler les aspects instrumentaux, mais il peut aussi y avoir des difficultés en termes de prise d'initiative, d'organisation de l'action, de planification de l'action. Et là encore, en fait, ça peut nécessiter en fait, un accompagnement et des aides. Alors, sur ce point, évaluation toujours, et on va chercher en tout cas à structurer. Alors si la personne a des compétences en fait de loisirs mais ne sait pas les mettre en œuvre, eh bien on va l'aider à travers des tableaux de choix, à travers des outils qui vont lui permettre de planifier en fait et de l'aider à structurer son temps de loisirs fonctionnel. Sinon, on va passer par l'apprentissage, encore une fois, pour pouvoir amener une exploration de plus en plus fonctionnelle de l'environnement. Et pour ça, eh bien, il faut avoir beaucoup de patience parce qu'il va falloir reprendre étape par étape le développement de l'enfant. Alors, on n'a pas abordé encore un autre sujet, c'est qu'en fait, nous avons tous des comportements de stimulation sensorielle, tous. Ces comportements sensoriels en fait, d'exploration sont tout simplement socialement communs. Donc comme ils sont socialement communs, ils passent complètement inaperçus. Personne en fait ne va intervenir et personne ne va être interpellé parce que quelqu'un, par exemple, manipule son stylo pendant une formation, se touche le visage, se touche les cheveux. Si on a les jambes croisées, c'est un comportement de stimulation. Vous êtes en train de faire de la pression profonde sur l'une de vos cuisses par exemple. Et à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, mais tout simplement vous décroisez et vous réappuyez.
De la même manière, parfois en fait on peut aussi faire de la pression profonde au niveau des joues. Et puis il peut y avoir des comportements d'exploration sensorielle plus anodins mais qui parfois peuvent être agaçants, comme ce type de comportement par exemple. Et donc nous avons tous des comportements de stimulation sensorielle. Ces comportements de stimulation sensorielle vont avoir une fonction importante parce que ces comportements vont nous aider à organiser notre attention-concentration. Historiquement, les comportements de stimulation sensorielle dans les années 80 étaient considérés en fait comme des comportements anormaux, déviants par rapport au développement normal. Et donc, dans les années 80-90, les courants comportementalistes en fait visaient beaucoup à chercher à normaliser les personnes avec autisme. Alors aujourd'hui, c'est un comportement, enfin c'est un courant qui est obsolète en fait, la normalisation. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons tous des comportements d'autostimulation, simplement nos comportements sont socialement plus communs, donc ils passent inaperçus. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui attend le bus complètement figé. Si vous êtes debout par exemple, vous allez attendre le bus, certainement en vous déplaçant un peu d'un pied sur l'autre, vous allez avoir un effet un peu de balancement, plutôt de gauche à droite, et le balancement neurotypique sera davantage en fait à ce moment-là un balancement de gauche à droite, alors que si une personne en fait se balance de devant en arrière, on va considérer en fait que c'est un comportement plus atypique. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas empêcher les comportements de stimulation sensorielle. Par contre, il faut les comprendre. Un comportement va être problématique à partir du moment où il va rentrer dans plusieurs critères. Le premier critère, c'est est-ce que ce comportement est nocif pour l'intégrité corporelle de la personne? Est-ce qu'il nuit à son intégrité physique? Le second, est-ce qu'il nuit à l'intégrité physique d'une autre personne? Un autre élément, est-ce que ce comportement est destructeur? Encore un autre aspect, le quatrième, est-ce que ce comportement bloque l'accès aux apprentissages, c'est-à-dire qu'il est envahissant et par exemple l'enfant en fait, va se stimuler avec les mains et donc la stimulation qui va occuper ses mains en fait l'empêche d'avoir une manipulation instrumentale avec ses mêmes mains. Et puis le dernier aspect, c'est est-ce que ce comportement nuit à l'intégration sociale? Alors si ce comportement rentre dans l'un de ces 5 aspects, il va falloir qu'effectivement on l'étudie et il va falloir qu'on l'accompagne, ce comportement. Alors, comme je vous le disais, ces comportements en fait, peuvent avoir une fonction organisante. Bien souvent, lorsqu'on veut solliciter un enfant sur le plan cognitif, eh bien on s'attend à ce qu'il suffise de le placer à une table, à l'installer, mettre en place une chaise, s'installer en face de cet enfant et hop, on s'y met, on travaille. Bien souvent, en fait, un enfant ne rentre pas tout de suite en disponibilité. Et il va avoir besoin, pour certains, de passer par les aspects sensoriels. Certains en fait ont très bien compris ça et par exemple juste avant une tâche cognitive vont permettre à l'enfant de pouvoir sauter sur un trampoline, de pouvoir aller sur un ballon sauteur par exemple, pour pouvoir engager justement le canal proprioceptif et le canal vestibulaire en imaginant en fait qu'il y a comme une sorte de jauge et qu'on va donc essayer de remplir cette jauge jusqu'à ce que justement il y ait une forme de satiété en fait, temporaire en fait, de ce canal sensoriel qui permettent à l'enfant justement de pouvoir être disponible. Alors je parle des enfants mais bien sûr c'est davantage disponible également pour les adolescents et les adultes. Alors l'idée c'est de comprendre qu'à travers les stimulations sensorielles il y a des aspects positifs également et si ces aspects permettent d'organiser l'attention-concentration en fait il ne faut surtout pas les en empêcher, simplement il va falloir qu'on les organise. Et donc il va falloir qu'on distribue les comportements sensoriels d'une façon intéressante. On peut par exemple distribuer l'accès à la stimulation sensorielle juste avant une tâche cognitive parce qu'on a remarqué que pour cet enfant, pour cette personne, eh bien stimuler ce ou cet autre canal va lui permettre justement de pouvoir s'engager cognitivement dans une tâche. Parfois ça n'est pas suffisant et au cours même en fait de la tâche, eh bien il va falloir ajouter de la stimulation et par exemple on va rajouter un coussin d'air sous les fesses en fait de l'enfant parce que grâce en fait à ce coussin d'air, eh bien il va pouvoir stimuler en fait au niveau proprioceptif les cuisses. Il aura également en fait un aspect vestibulaire et il pourra
en fait se stimuler sensoriellement tout en mobilisant son attention-concentration. Et à ce moment-là, la stimulation sensorielle n'est absolument pas compétitive, mais au contraire, elle permet de solliciter les ressources attentionnelles. Et puis, lorsqu'un enfant en fait, ou un adulte est arrivé au bout de son attention-concentration, et bien souvent en fait, la stimulation sensorielle va permettre à nouveau de se mobiliser. Lorsqu'on lance une pause, par exemple dans le cadre d'une formation et que tout le monde se lève, et bien voilà, on se lève, on se déplace, le mouvement permet de redonner l'attention concentration. Si vous observez par exemple une classe de petite section maternelle qui part en récréation, vous admettrez que ça ne ressemble à rien. Les portes s'ouvrent, tous les enfants courent en hurlant, il n'y a pas d'interaction sociale à ce stade, simplement en fait il y a un défoulement tonique. Donc après une tâche cognitive, il peut être intéressant d'avoir accès également à la stimulation sensorielle. Alors, à travers ces différents points, ce que je veux vous expliquer, c'est que il faut d'abord comprendre la fonction des comportements de stimulation sensorielle pour les accompagner, et il va également falloir travailler sur la forme du comportement. Parce qu'on ne va pas remplacer en fait une stimulation par une autre. Si un enfant a besoin de sauter, c'est pas parce que vous allez lui donner une balle lumineuse que en fait ça va suffire. Il va falloir qu'on introduise en fait la notion de matching. Le matching en fait est un appariement sensoriel. On va essayer d'étudier les caractéristiques sensorielles du comportement et puis essayer de trouver un objet qui permette d'obtenir en fait une stimulation comparable. Alors quel est l'avantage de passer par des objets? Eh bien d'abord on va s'assurer de la non-nocivité pour l'intégrité corporelle. Un objet peut justement davantage préserver en fait les intégrités corporelles. Ensuite, l'autre avantage, c'est que cet objet, on va pouvoir travailler une distribution en termes de début et de fin. Alors que lorsqu'on passe par la stimulation corporelle, eh bien par définition en fait ce comportement est toujours à portée de main. Et donc en fait il peut être difficile à interrompre. Alors ces comportements, si par exemple quelqu'un cherche des comportements de pression profonde, eh bien on va pouvoir passer par des objets comme les gilets en pression profonde par exemple qui vont être utilisés. Les gilets en pression profonde, parfois en fait on va trouver également l'utilisation en fait, des brosses sensorielles. Lorsque quelqu'un en fait, cherche à beaucoup manipuler, par exemple je vous ai rassemblé quelques petits objets. On peut passer également par les tangles, on peut passer par des petits objets comme ça qui vont être stimulés. Alors là on a du petit matériel, mais l'idée c'est de pouvoir justement faire de l'appariement sensoriel, c'est-à-dire étudier la fonction du comportement, mais aussi sa forme, essayer de voir quel est le canal sensoriel qui est sollicité, de quelle manière ce canal sensoriel est sollicité, et organiser justement l'accès à un matériel qui va pouvoir permettre de stimuler le canal sensoriel d'une façon appropriée et satisfaisante pour la personne. En termes de durée, en fait, il va falloir également qu'on étudie, c'est-à-dire quel est le temps nécessaire pour que ce soit suffisant pour que la personne en fait trouve justement une satisfaction sensorielle. Il va nous falloir créer des invariants. Alors ces invariants vont être travaillés en termes de temps, c'est-à-dire à quel moment je vais pouvoir avoir accès à la stimulation sensorielle, et pour ça en fait il ne faut pas que nous ayons une position dominante, c'est-à-dire qu'il faut vraiment étudier en fait les besoins de la personne en matière de fonctionnement sensoriel. Si par exemple un enfant le matin fait un long moment en taxi, il arrive sur l'établissement en fait, et il est très agité, très énervé, il est clair en fait qu'il n'est pas mobilisable au niveau de l'attention concentration. Est-ce que ça va passer par exemple par un besoin de défoulement tonique, et auquel cas autant lui laisser accès encore une fois à un trampoline, à un ballon sauteur, de manière à ce qu'il puisse se défouler toniquement d'une façon appropriée, jusqu'à ce qu'il puisse trouver justement l'équilibre en fait, dont il a besoin. Est-ce que ça va avoir plutôt un lien avec la couverture sensorielle, la couverture lestée par exemple, où là il sera plutôt en passivité et la couverture lestée va avoir un effet apaisant pour lui. Ça c'est sous l'enjeu justement de l'étude. On va donc créer des invariants en termes de moment,
à quel moment je peux y avoir accès, combien de temps en fait je vais avoir accès, de manière à travailler sur la prévisibilité par exemple de l'arrêt de la stimulation sensorielle. Pour ça, nous allons aussi avoir besoin parfois d'outils. Il existe par exemple des outils comme le time tracker par exemple, qui va permettre à l'enfant de visualiser à quel moment en fait la stimulation va bientôt s'arrêter pour pouvoir anticiper et être davantage coopérant avec l'arrêt définitif en fait, en tout cas à ce moment-là de la stimulation. Mais justement, il va falloir répondre aussi à une autre question, dans combien de temps à nouveau je pourrais y avoir accès? À quel endroit je peux y avoir accès? De quelle manière je peux manipuler cet objet? En fait, plein de questions qui vont correspondre également en fait, à ce qui est souvent enseigné à travers le programme Teach. Donc à travers la stimulation sensorielle, on va rejoindre plein d'éléments en fait, qu'on peut étudier à travers d'autres programmes en fait, psychoéducatifs. Au niveau de la stimulation sensorielle, on va donc travailler sur une étude, dans un premier temps, du comportement de la personne et essayer de lui fournir, alors une fois qu'on a éliminé par exemple les pistes douloureuses, hein, bien sûr, et puis on va étudier en fait ces comportements pour pouvoir justement davantage les organiser, davantage les planifier. Il faut rappeler aussi que ces comportements vont souvent être sollicités dans le cadre de phases d'alerte par rapport à des troubles du comportement en fait en termes d'agitation. Il n'est pas rare de voir quelqu'un qui est en phase d'alerte en fait commencer à sauter, commencer à gesticuler, parfois se mordre. Et là, ce sont des indices aussi que l'on peut étudier pour essayer d'orienter en fait la personne. C'est-à-dire, est-ce que cette personne est plutôt en train de solliciter la pression profonde? Est-ce que la personne est plutôt en train de solliciter le canal proprioceptif ou le canal vestibulaire? Bref, vous l'avez compris, derrière en fait les comportements de stimulation sensorielle, il y a du travail. Il faut étudier en fait les différents aspects. Alors si je récapitule, nous avons d'abord le bilan somatique en fait à mettre en place, le bilan sensoriel indispensable, le bilan des compétences du développement pour comprendre en fait là où l'enfant se situe, où là cet adulte se situe en fait de la manipulation des objets dans son environnement, et puis la mise en place en fait des outils de structuration temporelle, de structuration spatiale qui vont pouvoir l'aider à organiser aussi cette stimulation sensorielle en lien avec les activités cognitives ou en lien avec les loisirs. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette partie vous sera utile. À bientôt, au revoir.